L'histoire replonge dans un chaos total. Un groupe de scientifiques court pour sauver sa vie. Au loin, Kong livre une bataille épique. L'énorme gorille détruit tout sur son passage. Les explosions retentissent de toutes parts au milieu du vacarme assourdissant. La docteure Keiko et son équipe parviennent à monter dans un hélicoptère de secours. Pourtant, pendant la manœuvre d'évasion, ils se retrouvent face à face avec le singe géant pendant de longues secondes interminables, gagner leur destin suspendu dans une incertitude absolue. Ensuite, la narration nous montre Keiko qui se réveille sur une civière, entourée de personnes en combinaison de protection biologique. Ils lui demandent de rester calme pendant qu'ils effectuent divers examens, mais elle n'a aucune patience pour les formalités. Désorientée, elle commence à réclamer des nouvelles de son fils. Elle a besoin de savoir d'urgence s'il va bien et s'il a survécu à l'attaque brutale. Les hommes la laissent finalement sortir en courant de la pièce. L'un d'eux ordonne de la laisser tranquille, arguant qu'elle est encore sous sédatif et qu'elle n'ira pas loin. Peu après, Hiroshi la rejoint sur le pont. Agitée, elle lui demande où diable il se trouve. Il répond qu'ils sont au cœur même de son legs, l'installation de Monarch. À cet instant, la caméra s'éloigne pour révéler qu'il se trouve sur un immense navire de la corporation, précisément le numéro 18. Boum, sur la passerelle, Tim annonce qu'ils ont perdu 16 personnes la nuit précédente. 2 autres luttent encore pour leur vie à l'infirmerie. D'après les images capturées, Kong n'est pas le seul problème. Quelque chose sur l'île rend toutes les créatures erratiques et violentes. Pour Tim, rien de tout cela n'a de sens. Le gorille n'en avait jamais montré d'hostilité pendant tout le temps qu'ils ont passé sur son territoire. Ils ont réalisé des centaines de tests en tout genre sans jamais provoquer une telle réaction. Il ne comprend pas ce changement soudain. Pendant que les sédatifs perdent peu à peu leur effet, la docteure Keiko commence à retrouver certains souvenirs. Elle revit surtout le moment douloureux où elle a dû lâcher Lee. Ce souvenir est devenu un véritable supplice qui lui cause une profonde souffrance. À cet instant, Natalia apparaît et se présente comme la sous-directrice de Monarch. Et elle promet que tout s'éclaircira très bientôt, mais la seule chose qui préoccupe Keiko, c'est d'organiser immédiatement une mission de sauvetage pour aller chercher Lee. Natalia lui répond que ce n'est pas envisageable. Poser le pied sur l'île serait une mission suicide. De plus, personne n'est en état d'aller au cœur du monde, surtout pas elle, qui souffre de vision et perd parfois contact avec la réalité. Natalia tente de se montrer la plus aimable possible, mue par le respect qu'elle porte à Keiko et à son immense héritage. Pourtant, elle affirme clairement qu'elle est la seule à décider ici, et refuse catégoriquement d'accéder à leurs demandes. À cet instant précis, l'histoire nous ramène dans le passé, en 1957 dans le sud du Chili, où Keiko participait à une mission d'exploration avec son mari adoré. Un batelier local les dépose sur un petit ponton en bois. Après avoir reçu son paiement, l'homme repart à toute vitesse sans se retourner. La barrière de la langue empêche Bill de communiquer facilement, mais l'attitude fuyante et précipitée de l'homme trahit une peur profonde face à quelque chose de caché dans la région. L'équipe débarque dans un petit village où l'hospitalité est totalement absente. Personne ne vient les accueillir, les rues sont désertes, ce qui donne au lieu une atmosphère oppressante. Au centre du village, ils découvrent une sorte de salle cérémonielle ornée d'un symbole étrange et de traces évidentes de sang. En entrant dans la taverne locale, les habitants les fixent avec hostilité. Bill remarque un étrange poisson préhistorique empaillé accroché au mur et tente de le photographier. Soudain, un villageois attaque Bill et le renverse violemment. La tension monte immédiatement quand Thomas sort un couteau. Avant que la situation ne dégénère en tragédie, un autre homme intervient pour calmer les esprits, s'excusant pour Thomas et expliquant sa profonde aversion envers les étrangers. Il rend l'appareil photo mais les met en garde, qu'ils ne recommencent surtout pas. Ils repartent encore sous le choc, ayant frôlé le pire. De retour sur le bateau, Kentaro tente de digérer les événements tandis que son frère est convaincu. Ils doivent retourner chercher Lee. Il affirme que Lee ne leur a jamais menti et qu'il représente une pièce essentielle pour eux tous. À cet instant, la narration révèle que Lee a bel et bien survécu à sa chute. Il est vivant quelque part dans l'Axis Mundi et attend sûrement son sauvetage. Après l'évanouissement de Keiko pendant la réunion, les médecins ont dû la sédater à nouveau. Son état est comparable à celui d'un plongeur qui remonte trop vite à la surface. Elle a besoin de s'acclimater complètement, un processus qui prendra plusieurs heures. Ils ont décidé de la maintenir sous sédation pendant cette période pour éviter qu'un malaise soudain ne provoque une chute dangereuse. Et sa fille apparaît pour lui annoncer qu'elle retournera chercher Lee. Malgré l'interdiction formelle de Natalia d'accéder à l'île, ils n'ont pas pour habitude de respecter les règles imposées. Face à cette détermination, Hiroshi n'a que 2 choix, les aider activement ou se taire. Il tente de la raisonner, mais la jeune femme a déjà pris sa décision ferme. Rien ne l'arrêtera. Elle lui lance donc un ultimatum, qu'il collabore ou qu'il s'écarte de son chemin. Pendant ce temps, dans l'un des quartiers proches, Brenda rend visite à May. Elle se montre inquiète pour sa situation et lui dit qu'elle veut qu'elle devienne un atout précieux pour la réussite de la mission. Brenda est prête à lui offrir une grande opportunité au sein de l'équipe de direction, mais elle lui précise qu'elle devra adopter une nouvelle perspective. Cela signifie probablement que May devra agir contre les intérêts de ses propres amis pour s'assurer un rôle important dans les événements à venir. Le lendemain matin, un hélicoptère décolle de la plateforme tandis qu'on voit May marcher librement sur le pont sans surveillance. Quelques secondes plus tard,
Kate la rejoint et May lui avoue la vérité. Brenda lui a proposé un poste important dans la mission, mais elle sait pertinemment que c'est uniquement pour obtenir le code qu'elle-même a écrit. Brenda la prend sans doute pour une idiote qui tomberait 2 fois dans le même piège, mais ça n'arrivera pas. May est convaincue que, et une fois le code en main, Brenda la jettera comme un vieux chiffon et ira directement voir Simmons pour s'attribuer le mérite de son travail acharné. Quand Kate réalise que la loyauté de May n'est pas en doute, elle lui demande de l'aide immédiate pour mettre leur plan à exécution et sauver Lee. Le temps presse et la fenêtre d'opportunité se rétrécit de seconde en seconde. Profitant de sa nouvelle autorité en tant que futur membre de l'équipe stratégique, May demande l'accès à la passerelle de commandement. Là, Tim se propose gentiment de lui faire visiter les lieux en détail. Elle feint un vif intérêt pour ses explications dans le seul but d'accéder à une borne qui permettra d'assurer un passage sûr à ses amis. Pendant ce temps, dans les couloirs, Hiroshi et ses enfants se déplacent en silence, évitant les gardes pour atteindre le hangar. Chaque pas était risqué, mais leur détermination reste absolue. Après tout ce qu'ils ont traversé, sauver leur ami ne leur paraît plus une mission impossible. Sur la passerelle, May complimente le savoir encyclopédique de Tim, le distrayant pour qu'il ne regarde pas les écrans et ne découvre pas les intrus. Il lui parle en détail des équipements à disposition tandis qu'elle feint l'émerveillement pour le faire continuer. Elle va même jusqu'à le rendre un peu nerveux en se montrant légèrement charmeuse. Quand l'équipe atteint enfin un hangar, il prépare le canot pour l'évasion. Elle et May arrivent au dernier moment, montent avec eux et ensemble, ils repartent vers l'île de Kong. À première vue, l'endroit semble désert, mais peu à peu des créatures apparaissent au bord des montagnes, comme si elles protégeaient le territoire. Des crabes géants, autrefois inoffensifs, se comportent maintenant en gardiens féroces prêts à les déchiqueter avec leurs pinces. Une fois débarqués sur la plage, les nouvelles ne sont pas encourageantes, toute l'île est en état d'euphorie violente. De plus, une tempête se rapproche et d'après les calculs d'Hiroshi, ils n'ont pas plus de 8 heures pour accomplir leur mission et repartir avant que l'orage ne s'abatte de toute sa force. Le temps étant compté, l'équipe s'enfonce dans la forêt dense à marche forcée. Au loin, on entend que les créatures restent agitées par une force inconnue. Soudain, l'un des oiseaux qui les avait attaqués réapparaît et semble les flairer. Mais avant qu'il ne les repère, une autre créature lui tire une sorte de rayon puis l'attaque au cou. La morsure écrase le cou de l'oiseau, qui passe instantanément de prédateur à proie. Quelques secondes plus tard, le monstre s'éloigne, puis revient et atterrit juste à côté des jeunes. Un instant, on croit qu'il les a découverts, mais il ne fait que dévorer une larve au sol avant de repartir en vol. À cet instant, la narration revient dans le passé. Bill fait un énorme effort pour analyser de loin cette étrange créature accrochée au mur. Il donnerait 1000 $ juste pour l'avoir sur une table et l'observer de près. Mais les villageois se moquent de son argent. Keiko soupçonne qu'il s'agit d'un fossile, mais confirme que les habitants ne sont pas du tout amicaux et ne les lâchent pas des yeux. Quelques instants plus tard, la serveuse s'approche de leur table et, brisant la tension, invite Bill à danser avec elle. Il essaie de refuser, mais n'a pas le choix. Keiko l'encourage, tandis que tout le monde se moque de le voir se ridiculiser en dansant avec les Chiliens. À ce moment, Lee ne peut s'empêcher de réfléchir à ce qu'aurait pu être leur vie, et Keiko évoque elle aussi le passé, avec une certaine nostalgie. Elle lui rappelle qu'il lui avait un jour confié son rêve, devenir père, faire des barbecues le dimanche, avoir une épouse qui prépare la salade, mais tout cela semble un idéal impossible dans leurs circonstances actuelles. De retour sur l'île, les jeunes tombent sur Kong, qui dort paisiblement au milieu d'une vallée. Le problème, ils n'ont pas le temps de le contourner. C'est la seule voie viable pour le moment et ils doivent avancer avec une extrême lenteur pour ne pas le réveiller. Après quelques secondes de tension maximale, le Kong se retourne et son énorme main se dirige dangereusement vers eux. Hiroshi leur ordonne de courir immédiatement, mais May reste paralysée par la peur. Kate la pousse au dernier moment pour la sauver. Quand la main gigantesque s'abat, Kate se retrouve miraculeusement dans l'espace vide entre les doigts, échappant à la mort par pur hasard. L'équipe croit l'avoir perdue un instant, mais quand elle émerge d'entre les doigts de Kong, le soulagement est immense. Sur le navire, Keiko souffre encore des effets secondaires de son séjour dans l'autre monde. Tim s'approche pour lui parler, mais la docteure est incapable de penser à autre chose qu'à la mission. Elle le supplie de ne pas la dénoncer aux gardes. Tout ce qu'elle veut, c'est observer la situation de loin. Tim décide de l'inviter sur la passerelle de commandement et lui montre les images satellites de l'île. En les voyant, elle se sent minuscule dans cet environnement ultra-technologique. Elle éprouve même un sentiment d'inutilité. Mais Tim lui rappelle son importance fondamentale. Les satellites et la technologie ne valent rien sans une experte pour les guider, et cette experte, c'est elle. À cet instant, Keiko découvre que l'organisation sait exactement où se trouve Kong à tout moment. Cette information pourrait être vitale pour qu'une équipe trace un chemin sûr jusqu'au centre de la base et sauve Lee. Pourtant, Natalia refuse de risquer d'autres vies. Non, elle argue qu'ils ont déjà assez de problèmes avec ce qui s'est passé. Pendant que Natalia visionne la vidéo de l'attaque, c'est Keiko qui remarque un détail que tout le monde a manqué. Pendant à peine une seconde, une créature étrange apparaît à l'image. En améliorant la qualité, elle la reconnaît immédiatement et révèle à tous ce qu'ils avaient redécouvert au Chili tant d'années auparavant. Kong ne les attaquait pas, eux. En réalité, il essayait de détruire ces créatures. À cet instant,
La narration nous ramène au passé, au moment où la serveuse montre enfin au groupe ce qu'elle leur avait promis. Elle les conduit jusqu'à une grotte située en périphérie du village, mais avant d'entrer, elle leur rappelle les termes du marché. Ils verront ce qu'il y a à l'intérieur et ils partiront pour toujours. La curiosité dévore Bill et Keiko, qui la pressent d'avancer. La femme les guide à travers un dédale de tunnels tandis qu'ils essaient de mémoriser le chemin du retour. Sur les parois, des centaines de fossiles des créatures vues au bar. Mais le plus fascinant, ce sont les peintures rupestres. Elles représentent un dieu de la mer qui apporte l'abondance. Année après année, les villageois attendent son retour et lui offrent des sacrifices. Il les bénit avec des pêches généreuses. C'est pour cela qu'il le protège si farouchement. Sans sa protection, le village aurait disparu depuis longtemps. De retour dans la jungle, Natalia et son équipe atterrissent loin de la zone de destruction et arrivent juste à temps avant que la tempête n'éclate. Keiko supplie sa fille de revenir. Maintenant qu'ils ont le soutien total de Monarch, ils peuvent se retirer, améliorer les conditions et ouvrir la faille quand le système sera parfaitement stable. Elle lui explique qu'elle aussi veut récupérer Lee de tout son être, mais rien de ce qu'elle voit ici ne lui donne l'impression qu'ils peuvent réussir dans ces conditions. Ils ont besoin de temps pour préparer une mission cohérente et sûre. Cependant, le temps est précisément ce que Lee n'a pas. Personne ne sait s'il est encore en vie et encore moins combien de temps il pourra tenir dans un environnement aussi mortel. Hiroshi supplie également sa fille de réfléchir car risquer la vie de Kate dans ce qui ressemble à un coup de poker lui paraît insensé. Malgré les prières incessantes de sa mère, Kate ne peut oublier que Lee a refusé de la lâcher et lui a sauvé la vie. Elle s'est donc déterminée à faire exactement la même chose pour lui, quelles qu'en soient les conséquences. Avant que quiconque puisse l'arrêter, Kate active la machine. La faille s'ouvre violemment. L'énorme poussée d'énergie réveille Kong et simultanément fait fuir le sanglier dans l'autre monde. Lee aperçoit la capsule qui entre dans l'Axis Mundi et court désespérément pour l'atteindre. Malheureusement, la structure atterrit au pied d'une énorme montagne qui commence à s'effondrer, révélant une menace bien pire en dessous. Dans le dos de Lee, des centaines de scarabées affamés approchent en proue à toute vitesse. Ils se jettent sur lui pendant qu'il lutte pour rejoindre la capsule. Soudain, la montagne se désagrège et ce qu'ils avaient vu sur les peintures rupestres du Chili devient une terrifiante réalité. Une énorme créature marine en forme de poulpe cuirassée émerge devant Lee. Il parvient à se jeter dans la capsule, appuie frénétiquement sur les boutons pour lancer la séquence de retour et observe par la vitre les énormes tentacules qui se referment sur lui. Au moment où la capsule traverse la faille, le poulpe cuirassé la suit et tous deux commencent leur transit vers la Terre. En même temps, Lee doit se battre à mort contre l'un des scarabées qui a réussi à se faufiler dans la capsule avant la fermeture de la porte. Avec son couteau, il poignarde la bête dans l'œil, mais celle-ci le mord férocement au bras avant de se cacher derrière lui pour l'attaquer dans le dos. Sur Terre, le chaos explose. L'un des tentacules du monstre écrase Natalia au moment précis où la créature franchit complètement le portail. L'équipe, terrorisée, supplie Kate de refermer la faille immédiatement pour empêcher pire encore. Mais à cet instant précis, la capsule réussit à passer et Lee revient sain et sauf parmi eux. Immédiatement après, Hakong apparaît, visiblement furieux, et détruit le portail d'un seul coup de poing. La faille se referme instantanément, mais le dieu de la mer a déjà pénétré dans notre monde. Un nouveau rival vient d'émerger des profondeurs. L'équipe parvient à s'échapper en emportant Lee, mais le prix est lourd. Ils ont perdu Natalia et une nouvelle menace se dirige inexorablement vers l'océan. Kong, malgré sa puissance colossale, ne peut pas poursuivre la créature dans les abysses.